14-18, la Grande Guerre. 8 millions d'hommes français mobilisés. Une guerre de tranchées qui engage l'Europe et le monde entier derrière elle. Elle fera près de 9 millions de victimes et laissera des traces profondes dans la mémoire des peuples. Un siècle plus tard, ces traces sont encore vivaces grâce à des images. Des photographies souvent plus fortes que des mots et qui vont permettre d'écrire l'histoire. La photographie existe depuis le milieu du XIXe siècle, mais reste l'affaire d'une poignée d'initiés. Avec la Grande Guerre, la photo s'impose dans le quotidien des Français. Des centaines de milliers de clichés arrivent du front, faits par des amateurs et des professionnels. Ces pionniers nous ont légué un patrimoine inestimable. Ils ont suscité des vocations, des engagements, devenir photographes de guerre. Quand ceux d'aujourd'hui se penchent sur le travail réalisé par leurs pairs, se posent-ils les mêmes questions? Une photo de guerre, à quoi ça sert exactement? Moi, j'essaye de raconter l'action et la raison de l'action dans la guerre. C'est-à-dire l'événement historique, en fait, qui m'intéresse. La conquête d'un pays, la défense d'une ville comme Sarajevo, la reconquête d'un endroit. Voilà, c'est ça qui m'intéresse. C'est l'histoire avec un grand H. Et j'essaye d'inscrire les photos là-dedans. Sans ça, c'est du tourisme. C'est pas. Il faut vraiment qu'il y ait quelque chose de fort et d'important derrière une image, qui ait une raison. Comme sur les photos que je vois là, hein, sur ces deux photos des tranchées en 14. Ce qui est fort dans ces photos-là, c'est qu'il y a la violence avec les morts, mais il y a aussi le paysage derrière. Et c'est le paysage qui nous raconte la souffrance dans la boue, le froid, l'immensité. Il n'y a plus un arbre, il n'y a plus rien. Là, c'est vraiment une photo qui travaille comme un tableau pour la mémoire collective. On se souvient et surtout on se rappelle. C'est-à-dire que pour moi, une photo de guerre réussie, c'est une photo qui va voyager dans le temps. C'est essentiel, ces documents. Moi, ça me touche particulièrement parce que j'ai grandi avec ces images. Mes deux grands-pères sont partis à la guerre. Tous les deux se sont engagés à 17 ans. Hein. Ils n'avaient pas l'âge pour partir, mais ils ont menti sur leur âge. Ils ont triché pour partir à la guerre. Et ils ont survécu, par chance. Chez moi, on a un mini-musée de 14-18 avec encore les objets de cette guerre qu'ils ont ramenés, qu'on a préservés, les photos qu'ils ont faites, leur carnet, leur journal, un peu tous ces témoignages. Et ça fait partie de ma mémoire familiale. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais comment comprendre les conflits d'aujourd'hui et ce que ça représente si on n'a pas la connaissance de ces événements et de cette mémoire. La plupart des grands conflits qu'on vit aujourd'hui sont l'héritage de ces guerres, malheureusement. Qu'est-ce qui me fait partir? C'est ça, c'est la même raison pour ça que pour ces images qui sont là. Parce que tout simplement, je m'en suis rendu compte. J'ai deux enfants qui sont grands maintenant, qui sont en fac et qui travaillent. Et pendant donc toutes les années de collège et de lycée, chaque année, ils revenaient et ils me disaient, au mois de septembre, dans leur livre d'histoire, ils disaient « Tiens, t'as encore une photo dans le livre ». C'est extraordinaire. J'ai fait des images qui restent, enfin nous faisons, les photographes actuels, nous faisons, qui vont sur des conflits, nous faisons des photos qui vont rester pour l'histoire. Vous êtes sur le mur de Berlin qui s'écroule, vous êtes à Tiananmen, ou Mandela qui sort de prison devant vous, ou sur X conflits que nous avons couverts, des révolutions, des conflits généralistes ou ethniques, bref, tout ça, ça reste pour l'histoire.
Voilà. Et c'est ça, pour moi, c'est ce qui est important aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils étaient bons, les mecs, déjà. Il y a des doubles pages dans le miroir mais qui sont fabuleuses. C'est la tradition du témoignage, quoi. La tradition de faire partie de l'histoire. C'est la tradition de se sentir utile. J'ai envie de dire à l'humanité, mais c'est pas l'humanité dont il est question, mais faire partie du monde, quoi. Du monde qui est en cours, ou de l'histoire avec un H, grand H. Se sentir utile, rendre compte, témoigner. Et si chaque photographie de la guerre était un petit morceau de la grande histoire ? C'est un grand moment parce que, en regardant toutes ces images-là, à Beaumarais, sur tout ce qui est, en même temps, ces moments de détente entre les soldats, cette espèce de, j'allais dire, de vie qui donne l'impression d'être en suspension. Quand on sait, nous, eux, s'ils ne savaient pas à ce moment-là, pas encore peut-être, c'est l'horreur qui, depuis, a fait de ces photos un testament exceptionnel, quoi. J'ai l'impression d'entendre mon grand-père, mes deux grands-pères de retour de la guerre 14-18, la fameuse Der de Der prétendue. Et oui, je les entends. J'entends même les vers de Calvat teintés quand, face à l'émotion, ils avaient envie de se taire. En 14, ou la deuxième moitié du XXe siècle, aux grandes heures du photoreportage, ces images étaient les premières images que le public avait à voir. Et donc c'est celles qui allaient impressionner la conscience pour la première fois. Et donc, si je puis dire, elles allaient déflorer la virginité de l'imaginaire du spectateur. Aujourd'hui, le photographe, en tout cas, voilà, le métier que je fais n'a plus ce pouvoir-là. Il est obligé de venir travailler sur une image préexistante. Pourtant, en 1914, quand la guerre éclate, le photographe de guerre n'existe pas. Le gouvernement français ne sait rien de la force d'une image. Les priorités sont ailleurs. C'est la première fois depuis 1870 que la France est en guerre sur son territoire. C'est la première fois depuis 1870, et ça fait quand même une génération et demie, qu'on vit la guerre. Donc c'est une expérience oubliée. Dans un contexte où, au tout début du conflit, et j'insiste vraiment là-dessus, on n'a pas d'image. On est dans une guerre sans image. Pour des raisons extrêmement simples, c'est que les services de l'État n'ont pas préparé, pour dire les choses un peu rapidement, la mise en image du conflit. C'était pas leur priorité. C'était pas la priorité essentielle du ministère de la Guerre. C'est pas sa fonction. Sa fonction, c'est de préparer la guerre, pas de la mettre en image, ou pas encore en 1914. On a ces photographes, ces artistes qui pourraient rapporter la guerre, témoigner de ce qu'ils sont en train de vivre, mais ils sont au front. Ils ont plutôt un fusil entre les mains, ou ils sont plutôt à tirer avec un canon qu'à avoir le temps de photographier ou de faire du dessin. Et quand ils l'ont, les circuits de circulation de l'information et les circuits de diffusion de l'information font que ça met du temps. Que ça met du temps à arriver dans les rédactions à l'arrière. Une guerre sans images, pas pour très longtemps.
Face aux photographies amateurs qui arrivent du front, sous la pression de la presse qui veut montrer cette guerre à ses lecteurs, l'armée va devoir se rendre à l'évidence. Elle doit apprendre à maîtriser l'image de cette guerre. C'est une prise de conscience en fait collective de 3 ministères. Le ministère des Affaires étrangères, donc, qui donne l'alerte, le ministère de la Guerre, le ministère des Beaux-Arts. En fait, ces 3 ministères vont s'entendre pour monter ensemble une section photographique, chacun avec ses compétences et ses fonctions. Il faut attendre, en fait, que l'Allemagne, elle, sache utiliser la photographie à des fins de propagande et d'une manière totalement nouvelle. Alors que les autorités françaises sont à la traîne, l'Allemagne a déjà organisé sa propagande. Elle contrôle et met en scène chacune des images qui relatent le conflit. L'État français se rend compte qu'il a besoin de photographies et il veut pas les photographies qui existent, il veut les photographies qu'il demande, les photographies qui répondent aux photographies ennemies en fait. La production française est complètement adaptée à ce qui sort en fait de l'autre côté. À chaque fois c'est coup pour coup en fait. Et rien n'est fait au hasard, même si dans les objectifs de la création de la section photographie de l'armée, il est également question de constituer un fonds d'archives pour témoigner devant l'histoire, afin de servir de source aux historiens pour écrire l'histoire. En mars 1915, le recrutement de photographes ou d'amateurs éclairés permet à l'armée de disposer enfin d'une section photographique et cinématographique. À l'époque, on se déplace au front avec des chambres qui impriment un négatif sur des plaques en verre au gélatino-bromure d'argent. Les frères Lumière ont mis au point des plaques révolutionnaires qui permettent de faire des photos sur le vif au 1/50e et au 1/100e de seconde. La plaque de verre sèche permet des photographies instantanées. Par contre, à la même époque, on utilise aussi des autochromes, des photographies couleur. Là, il est question de faire des temps de pause plus ou moins importants suivant la luminosité. Donc, vous comprendrez que la SPA privilégie la photo en noir et blanc, la photo sur plaque de verre, et non pas l'autochrome couleur. Pour envoyer ses 40 opérateurs sur les différents fronts, l'armée déploie des moyens considérables. De petits laboratoires ambulants facilitent le tirage des plaques sur le terrain. Des boîtiers plus légers permettent de s'affranchir du trépied. Tout est mis en place pour que ces hommes apprennent à raconter la guerre en images. Pour moi, la manière de raconter la guerre, c'est à travers une photo forte. Encore une fois, une photo forte, c'est celle qui va résumer la situation. Et après, il y a une distance à trouver. Par exemple, un visage marqué par les combats ou par la peur ou la tristesse, tout simplement, c'est la distance avec le personnage, c'est la connaissance du personnage. Alors, c'est plus facile pour nous aujourd'hui, puisqu'on a différents objectifs. On peut facilement avoir la bonne distance, on n'est pas obligé de demander au type d'arrêter de vivre le temps de la photo. Il continue sa vie et c'est une fraction de seconde. En 14, il se baladait avec des chambres en bois et des trépieds et des plaques en verre. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a cette expression aujourd'hui où quand on réussit une photo, on dit aux camarades « t'as fait une plaque ». Ça vient de là. Donc c'est vraiment la photo qui sort du lot, quoi. Et surtout, ils faisaient très peu de photos, donc il fallait vraiment qu'ils réfléchissent avant d'appuyer, quand même. Ils avaient combien de plaques sur le dos? 4, 5 ? Ils mettaient peut-être des semaines à atteindre le lieu où ils pouvaient faire des photos. Et après, il fallait rentrer à Paris, passer par les routes bombardées, la boue, les embouteillages d'hommes et de blessés. Enfin, combien de photos ils ont dû voir passer devant leurs yeux en rentrant alors qu'ils n'avaient plus de plaques? Alors on est un petit peu moins embêté par les supports des images, puisque à l'époque c'était des plaques de verre, c'était des choses extrêmement fragiles qu'il fallait à tout prix sauvegarder quand on les avait exposées, puis les ramener du front, ça devait être compliqué, je pense. Mais nous, on a le souci de l'énergie, par exemple. C'est-à-dire trouver une prise quelque part avec un peu d'électricité pour recharger les batteries, pour transférer les images, pour les envoyer, pour plein de choses.
Donc, ce n'est pas les mêmes soucis qu'à l'époque, forcément, mais il y en a de nouveaux et ils sont tout aussi importants, finalement. Mais ce n'est pas du tout les mêmes, effectivement. Les contraintes techniques de 14-18 nous semblent aujourd'hui insurmontables. Mais contrairement aux idées reçues, le matériel permettait déjà de faire des photos sur le terrain sans reconstitution. Si une certaine mise en scène était de rigueur, certains photographes allaient s'en libérer. C'est donc une production photographique pionnière, même si en temps de guerre, elle est sous contrôle, censure et raison d'État oblige. Les photographes indépendants ont du mal à s'approcher des premières lignes. C'est donc la section photographique qui va produire le plus grand nombre d'images, sous certaines conditions, mais en fixant la guerre dans toute sa brutalité. Je dirais que les photographes de la SPA sont comme tous les hommes de 14-18, ne s'attendent pas à ce qu'ils vont voir tous les jours sur le front. La guerre de 14-18, la violence de la guerre de 14-18 a surpris tous les hommes, je pense, à travers le monde. Maintenant, le photographe part pas sur le front en toute liberté. Il sait où il va, il sait qui va le recevoir, et quand il arrive sur le front, il est pris en charge par un officier qui lui dit où il doit aller, ce qu'il doit prendre en photo. Il y a dans les archives du service historique de la défense un bulletin de punition contre un caporal ou un soldat photographe de la SPA, bref, qui a pris une photo alors qu'on lui interdisait de la prendre. Il a été puni. Il y a une punition. Voilà. Enfin, on imagine très bien que l'officier ne va pas dire au photographe comment prendre son sujet en photo. Il y a des archives qui montrent, sur les mêmes sujets, même date, même lieu, que plusieurs photographes sont envoyés, chacun avec un format de plaque de verre différente, mais à aucun... Enfin, la prise de vue, en dernier lieu, c'est le photographe qui décide. C'est la seule liberté qu'il a, c'est comment il prend son sujet en photo. Le discours, du coup, sur la propagande, alors on pourrait en discuter assez longuement du concept de propagande. Bien sûr, c'est la Grande Guerre qui fait émerger cette idée-là, mais quand on réfléchit propagande, aujourd'hui, on réfléchit État totalitaire, rapport entre l'État, les médias, etc. C'est la Troisième République à l'époque. C'est pas un gouvernement. La France, c'est pas un régime totalitaire. C'est une république, c'est une démocratie et un État qui n'a pas forcément les moyens, ni la volonté, ni le regard de canaliser toute l'information et d'arriver à faire rentrer dans les tuyaux, dans des tuyaux officiels, toute la production visuelle. Donc on est dans une période, en fin de compte, où la propagande, elle existe, mais c'est de l'artisanat complètement. La photo de guerre a toujours généré de la part de toutes les armées et de tous les gouvernements du monde le besoin de l'instrumentaliser. La photo de guerre, elle était faite par des professionnels qui, dès lors qu'ils faisaient œuvre de journalistes, soumettaient, surtout lorsqu'ils étaient employés par les armées, soumettaient leur travail à ce qu'on peut qualifier à une propagande j'allais dire, réciproque de part et d'autre. Surtout ne pas miner le moral des troupes et des civils. Les reportages doivent montrer la puissance militaire de la France, la bravoure de ses soldats, le courage des femmes à l'arrière. La presse reprend à son compte les photos faites par la section photographique. Elle se plie bien volontiers à l'union sacrée, surtout dans les premières années du conflit. Orientés par le besoin de propagande, les plaques de verre des photographes de l'armée n'en fixent pas moins la réalité. Nous, on a une double casquette, je dirais, avec des questions qui se posent, que ne se posent peut-être pas les reporters civils. On a un devoir de mémoire, donc montrer ce que font nos soldats partout dans le monde, les accompagner au quotidien dans pas mal de choses, y compris dans les actions de guerre. Mais aussi, on a cette casquette de la communication. Et entre la communication et l'information,
il y a quand même une petite différence, quoi. Donc forcément, on a des images qu'on fait sur le terrain qui ne seront pas exploitées tout de suite pour diverses raisons. Et là, on est purement dans la communication. Ceci dit, ça peut être des fois parfaitement justifié dans le sens où il y a des images qu'on fait, mais qu'on sait qu'elles ne pourront pas sortir dans un premier temps parce que quand on prépare des missions, le but du jeu, c'est de pas du tout informer l'adversaire. Donc, toutes ces choses-là, on ne peut pas les montrer. C'est évident qu'on va les garder un certain temps de côté. Mais on les fait quand même pour l'histoire. Parce qu'il faut quand même... on sait qu'on a cette double casquette de témoin de l'histoire, quand même. Est-ce qu'ils avaient, à ce point-là, l'idée qu'il fallait contrôler coûte que coûte la publication de la moindre image ? On a vu combien les photographes étaient libres, relativement libres de travailler dans les années 70 au Vietnam. Je pense que quand on a vu dans les années 90 cette notion de photographe embédé dans les, pour utiliser cet anglicisme, dans l'armée américaine en Irak, il n'y avait pas encore cette culture aussi de l'image et de ses effets. En tout cas, il n'y en avait peut-être pas encore suffisamment l'expérience pour que des états-majors se disent nous contrôlerons tout. Alors ça m'a toujours fait sourire parce qu'il y a toujours eu les gens qui n'arrivaient pas ou qui juraient leur grand Dieu que jamais ils iraient avec l'armée, que embedded c'était... Bah oui, mais si tu vas pas avec eux, du coup tu montes plus rien du tout. Donc il est où le choix? C'est on n'y va pas, on fait rien du tout, où on y va et on montre peut-être effectivement un côté, mais de toute façon, il n'était pas possible d'aller bosser avec les talibans. Comme aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait contre Daesh et tous les extrémistes islamistes? On ne peut pas y aller. On est obligé de travailler en Afrique avec l'armée française. Si vous avez la chance de pouvoir aller en Syrie, ben, vous travaillez soit avec les Kurdes ou soit avec la rébellion. Mais de l'autre côté, vous ne pouvez pas y aller. Et on est toujours embedded, entre guillemets. Moi, je considère que quand j'allais avec les Moudjahidines, j'étais aussi embedded. Personne n'était là pour me dire il faut faire ci ou pas faire ça. Mais voilà, on était accompagnés ou emmenés. C'est très très rare qu'on se retrouve seul à faire ce qu'on veut. Et c'est important que ces images existent parce qu'elles apportent énormément d'informations. Elles sont très cadrées, forcément, très encadrées, mais elles apportent aussi beaucoup d'informations et elles participent de cet effort de mémoire. Mais il faut que les photojournalistes puissent, eux, amener un regard différent sur ces conflits. Et c'est ça qui est très important, c'est un regard indépendant. Qu'il était, mais qu'il est de moins en moins, parce que c'est la même chose. À partir du moment où les photojournalistes, pour avoir accès à un conflit, doivent être embedded, intégrés à un service de l'armée, ils perdent cette liberté et cette indépendance de regard. C'est à partir du Vietnam que ça a basculé. Quand les Américains ont compris que tous ces photographes qui ramenaient des photos terribles des civils exterminés par cette guerre, ils ont compris qu'il fallait empêcher les journalistes d'accéder à ces zones aussi facilement. Ça a commencé avec le Vietnam et c'est vraiment la guerre du Golfe 91 qui a fait le tournant, la bascule. C'est-à-dire que pour arriver maintenant à couvrir ces conflits, faut être très malin et très obstiné. Ils essayent toujours d'accompagner la presse pour justement qu'elle ne voit pas trop de choses qui pourraient nuire à l'opération. Et alors après, c'est à nous de voir ce qu'on veut montrer. Moi, je pense qu'il faut faire confiance aux journalistes qui sont prêts à risquer leur peau pour raconter une histoire. Ils ne font pas ça à la légère. Donc en général, enfin en tout cas, tous les photographes que je connais sont des gens convaincus de l'utilité de ce métier. 1, pour essayer d'empêcher le conflit de continuer. 2, pour dénoncer les assassins. 3, pour l'histoire, pour le témoignage de l'histoire. Et 4, pour que ça ne recommence jamais. Bon, c'est un peu raté, mais on va continuer à faire des photos, on verra bien. Dans le temps de l'histoire, c'est rien, depuis que la photo existe.
Photographes embedded, infiltrés, escortés. Au fil du siècle, les mots, les contraintes ont changé, mais leurs photos, elles, ont traversé le siècle. Depuis 1915, toutes celles qui nous viennent du front sont bel et bien des marqueurs de la guerre. Les censeurs ne peuvent pas grand-chose contre l'obstination de ces hommes qui préfèrent porter un boîtier plutôt qu'une arme. Sur toute la durée de la guerre, moins de 8% de la production photographique officielle seront censurées pour des raisons stratégiques ou par respect pour les combattants et les familles. Un chiffre dérisoire qui s'explique par des comités de censure plus habitués à décrypter les risques d'un texte que ceux qui se cachent dans une image. C'est un médium un peu récent. On sait très bien qu'en plus, on voit bien nous, aujourd'hui, la manière dont on analyse les images, une image brute, elle est polysémique. Et donc, elle est déjà polysémique à l'époque. Donc, on a tendance à beaucoup moins censurer l'image. Il y a très, très peu de cas de censure explicite de l'image en 1914-1918 en France. Et donc, il va passer des images que le ministère de la Guerre ne contrôle pas et dont le sens va être assez débattu. Il y a un exemple qui est souvent utilisé, c'est celle de la couverture du Miroir d'octobre 1916. On y voit quoi? On y voit un combattant français et un combattant allemand entrelacés dans la mort. C'est à la fois, vous lisez l'image sans la légende, c'est une dénonciation de la guerre, c'est l'absurde de la guerre par essence. Sauf que la légende arrive immédiatement sous l'image, en caractère en plus assez marqué. Et qu'est-ce qu'on y voit? Qu'est-ce qu'on peut y lire? Un duel à mort. Donc, qu'est-ce qu'on peut y comprendre? On peut aussi y comprendre que c'est la défense jusqu'au bout de la terre sacrée, de la nation. Quand on parle de la Grande Guerre, on pense, on parle, on visualise des tranchées, des blessés, des soldats à bout. Mais il y a une guerre parallèle qui se joue et qui est révélée en fait à cette époque, c'est la guerre des images. C'est encore une fois, c'est pas la première fois qu'on utilise l'image à des fins de propagande, mais à ce niveau-là et à cette ampleur-là, c'est la première fois. Et c'est la SPA est le premier organisme officiel de cette ampleur à voir le jour, oui. C'est une agence de presse avant l'heure, avant le boom des agences de presse des années 30. La SPA, c'est l'instantané. L'état-major se rend compte de l'importance de l'image, malgré lui, j'ai envie de dire, et à partir de ce moment-là, instantanément, la photographie devient une nécessité d'État. La Grande Guerre est le premier conflit qui va bénéficier d'une couverture médiatique. Stratégique pour l'armée française, la photo le devient aussi pour la presse qui se passionne pour le reportage. Quelques grands titres renouvellent le genre, osent tout montrer, en promettant des reportages exclusifs. L'Illustration, le Miroir ou l'Excelsior jouent les défricheurs en faisant le pari du récit par l'image. Le photoreporter est né. L'information circule beaucoup en France avant 1914. Il ne faut pas imaginer que... C'est vrai qu'on parle de la Première Guerre mondiale comme grande guerre médiatique, ou comme première guerre médiatique, mais avant 1914, il y a quand même des systèmes d'agences de presse. On en connaît une, qui est Havas, aujourd'hui c'est l'AFP. On connaît des agences photographiques comme Maurice, comme Branger. Donc l'information circule, et elle circule d'autant mieux qu'il y a des câbles sous-marins qui relient les différents endroits du monde. On apprend le naufrage du Titanic le lendemain. Et ça arrive dans la presse illustrée 4 jours après. Donc vous voyez, il y a une réactivité et une immédiateté de l'information qu'on connaît encore aujourd'hui et qui nous amène à réfléchir quand on regarde, quand on a affaire à Internet. Et ce qui se produit, c'est qu'en 1914, pour vous donner quelques chiffres, la France, c'est 40 millions d'habitants. On enlève les enfants, c'est 20 millions d'adultes. Il y a 10 millions de journaux qui circulent chaque jour. Donc ça veut dire un journal pour 2 lecteurs potentiels. Donc on a un appétit pour l'information, un appétit pour la politique, un appétit pour les affaires internationales qui est extrêmement fort. La guerre 14, ce sont les fondations d'un principe photojournalistique qui va évoluer avec le temps. Mais c'est pendant la guerre 14 que naissent vraiment et la qualité des images et des photographes, y compris amateurs d'ailleurs,
qui vont amener à la réflexion vers cette évolution, c'est-à-dire du photojournalisme et de la place de l'image dans le cadre de la liberté de la presse. Chaque guerre a créé un photographe connu, si elle est suffisamment longue. Chaque guerre a révélé un talent. C'est comme ça. Il y a les gens découverts pendant la guerre du Vietnam, la guerre d'Espagne, 39-40, c'est des gens comme Capa, hein, c'est le débarquement. C'est Capa qui ressort du lot avec ses photos. Chaque guerre a fait sortir des gens. Ces premiers reportages de guerre sont inédits pour les Français. Ils créent une proximité entre les soldats et leurs familles, entre ce qui se passe sur le front et l'arrière. Ils sont le terreau des titres qui feront les grandes heures du photojournalisme par la suite. Life, Time, Stern, Paris Match. Les premiers grands reporters de guerre se cachent aussi dans l'immense vivier des photographes amateurs. De nombreux soldats passionnés de photographie sont partis au front équipés d'un boîtier. Certains envoient leurs clichés aux journaux et les rédactions n'hésitent pas à y mettre le prix. Le Miroir paye n'importe quel prix les documents photographiques relatifs à la guerre, présentant un intérêt particulier. Ces photographies, elles ont toujours existé. Ça fait un siècle qu'il y a des photographies amateurs. JFK, c'est un chef d'entreprise qui s'est acheté une petite caméra 16 mm, qui filme sa secrétaire, puis après il va voir passer le président et il réalise des images qui font histoire. C'est-à-dire que les photographes amateurs ont toujours produit un témoignage. Aujourd'hui, avec l'évolution des appareils photo, où effectivement on est quelques milliards à avoir un appareil photo sur notre téléphone portable, on se retrouve avec des premiers témoins qui sont capables de réaliser une image. Mais c'est une image témoignage, finalement. C'est un document de témoignage qui peut être utilisé comme une citation. C'est un document brut qui doit, de la même façon, faire l'objet d'un travail journalistique afin d'être vérifié, etc., et d'être donné à voir. Là-dessus, les photographes, effectivement, je pense, se sont posé la question de comment je fais face à cette concurrence, si je puis dire. Mais donc, je ne pense pas que ce soit une concurrence. Mais par contre, ça oblige effectivement à se positionner par rapport à cette production-là, qui est la production des témoins, et d'avoir une distance qui est encore plus exigeante. Avec la guerre, la photographie devient une information. Les photographes vont devoir inventer leurs propres règles de conduite, leurs propres garde-fous. On se pose beaucoup de questions quand on fait du reportage. On se pose beaucoup de questions sur le sens de ce qu'on fait, sur notre responsabilité, sur les conséquences de ce qu'on amène comme information, sur l'impact que ça a sur les gens. C'est un questionnement permanent qui évolue en fonction des reportages qu'on fait. Les questions ne sont pas les mêmes. Qu'on travaille sur un conflit ou sur une guerre économique, ou c'est pas les mêmes problématiques. Après, je pense que chacun doit avoir son éthique. Il y a une déontologie de base quand on est journaliste qui est posée, qui est on doit manipuler le moins possible le document, le témoignage qu'on ramène. Et puis après, il y a son éthique personnelle. Moi, j'ai mes limites, j'ai mes freins. Je sais qu'il y a des choses que j'ai pas envie de montrer forcément. J'aime bien cette photo à la fin. Il a cette main sur le naseau du cheval. Il y a quelque chose de très sensible, de très doux. L'émotion, c'est quelque chose
d'essentiel dans le témoignage de la guerre, c'est certain. À moins qu'on ait une deuxième facette et qu'on décide justement que ce qui compte, ce n'est surtout pas l'émotion. Et on peut décider d'aller à l'inverse de ça et de traiter la réalité avec beaucoup de distance, plutôt presque de la froideur, et de se dire, ce qui compte, c'est pas de vous faire pleurer, mais c'est de vous faire réfléchir, ou en tout cas de vous amener à vous poser des questions, et vous demander pourquoi est-ce que vous acceptez de voir ça, pourquoi vous décidez de ne pas regarder ça, pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui. Les deux peuvent coexister, mais bon, c'est comme quand on part avec deux appareils photo. On n'est jamais aussi bon qu'avec un seul. Maintenant, aujourd'hui, on est beaucoup plus dans cette possibilité de faire de la subjectivité. À l'époque, on était beaucoup plus dans l'objectivité. C'était, on montre le soldat en train de préparer sa tambouille, on montre le soldat en train de viser, alors on sent qu'effectivement, on lui a demandé de poser, le soldat avec l'Alsacienne, bref. Tout ça est quand même assez statique et un petit peu préparé. Aujourd'hui, on peut plus essayer d'emmener le lecteur, enfin la personne qui regardera les images, à essayer de comprendre un peu mieux ce qui s'est passé, ce qui va se passer, enfin bon, dans le temps. Voilà, c'est pas la subjectivité. Ça, c'est assez important dans l'image. Aujourd'hui, je pense qu'au moins, les gens peuvent s'arrêter plus longtemps. Si vous leur présentez une photo tout de suite très simple, comme on en a fait des kilomètres, c'était encore le cas. Dans les années 80, 90, on travaillait beaucoup encore dans l'objectivité. Il y a eu un virage avec l'arrivée du numérique. Et c'est possible parce que beaucoup de jeunes sont arrivés, ils ont bouleversé ce champ, ce médium photographique du photojournalisme. Alors, il y a quelque chose de très fort, je trouve, qu'on a perdu aujourd'hui. On essaye aujourd'hui souvent de faire croire que le photographe n'est pas là. On dit aux gens, tu ne regardes pas l'objectif, surtout tu ne poses pas. Alors à l'époque, les gens posaient. D'abord parce que le type avait son pied, Et je trouve ça très fort, parce que ça instaure un dialogue, un regard. Il y a le photographe Don McCullin. Ses plus grandes photos sont quand les soldats le prennent à témoin, regardent directement l'objectif. Et il faudrait revenir à ça. Parce que là, il nous raconte tous quelque chose, quoi. Lui, avec sa pose, comme ça, enfin, ils nous prennent à témoin. Et c'est ce qu'on est. On est là pour ça, quoi. Une bonne photo de guerre. Une bonne photo de guerre. Après, je ne sais pas, mais pour moi, c'est une photo qui va figer un instant d'une tension extrême qu'on peut percevoir dans l'image au travers soit de l'action, soit de la lecture des sentiments sur les visages, un beau portrait raconte tout de lui-même. Parce qu'on peut y lire sur l'expression du visage des choses qui montrent soit le désarroi, soit l'inquiétude extrême, soit la boule au ventre qu'on a tous un petit peu quand on part comme ça sur ce genre de situation. Moi, j'ai eu l'occasion comme ça de partir sur l'Afghanistan ou sur la Centrafrique ou des missions comme ça un petit peu tendues. On ne parle pas beaucoup. On sait qu'on a tous en nous cette espèce de boule au ventre qui... Puis quand les choses se déclenchent, bien souvent, le côté pro prend le dessus. On oublie un petit peu cette boule au ventre et on passe à l'action pour faire nos images, on pense à nos cadrages, à bien se placer. Raconter la guerre, quels que soient les risques, les interdits, les contraintes techniques. En 14-18 déjà, les photographes voulaient être partout pour montrer les différents visages d'un conflit. Avec près de 110 000 clichés de la sale guerre, plus de 92 000 plaques de verre numérisées, la section photographique des armées a constitué l'un des fonds les plus documentés sur la Première Guerre mondiale.
ce patrimoine est restauré et conservé à l'Agence d'images de la Défense. Héritière du travail initié en 1915, elle continue d'envoyer des photographes partout dans le monde. Cent ans plus tard, ces photographies ont encore des choses à nous apprendre. Si elles ont inauguré la guerre des images, elles ont surtout nourri l'imaginaire de toute une génération de photojournalistes qui, depuis, se passent le relais. Qu'on soit photographe appartenant à une agence de presse, opérateur de la section photographique ou combattant muni d'un appareil photo au front, les trois témoignent de la réalité de ce qu'ils ont sous les yeux. Les trois mettent en scène la réalité qu'ils ont sous les yeux. Ce qui va singulariser la production combattante, c'est, hormis le cas des volontés éditoriales d'apparaître dans le miroir parce qu'on se fait de l'argent, parce qu'il y a une relation économique et commerciale à la photographie qui se noue, c'est la première ambition du photographe mobilisé, ça va être de témoigner. Et de témoigner de sa vie et de son expérience combattante. Au fil du siècle et des guerres, le photographe va sortir des rangs des combattants. Il devient un être à part, un rapporteur de guerre à la mission plus complexe. Témoigner, montrer, mais ne pas prendre parti. Fatalement, quand tu t'intéresses à la fabrication de l'histoire, fatalement, tu es obligé de t'insérer dans une façon de faire. Donc, où tu vas dans le même sens, où tu vas à l'opposé. Mais pour décider, il faut déjà savoir ce qui a été fait. C'est marrant parce qu'on se dit justement, si ça a déjà été fait, comment moi je vais pouvoir le faire à ma façon, différemment? Comment est-ce que je vais pouvoir me démarquer de tout ça? C'est un peu la question permanente aujourd'hui. Et à l'époque, je pense que c'était pas la question. À l'époque, c'était déjà... c'était presque de l'innovation, ce qu'ils faisaient là, je pense. Moi, sincèrement, là, on se croirait dans des photos du Vietnam faites par des types qui avaient déjà beaucoup d'expérience en photographie, qui travaillaient avec des boîtiers beaucoup plus légers, beaucoup plus simples, beaucoup plus maniables. Pour moi, tout ça, c'est vraiment à l'époque, c'était des exploits, ce qu'ils faisaient. La motivation, c'est l'aventure et vraiment croire que ça peut servir à quelque chose, quoi. Il y a un côté romantique qu'il faut garder. Je veux dire, sans ça, c'est insupportable. Les premiers journalistes qui ont été tués à côté de moi pendant la guerre du Vietnam, qui étaient mes mentors, hein, Larry Burroughs m'a prêté des films, m'a parlé des heures le soir, pour m'expliquer que ça lui posait problème de capitaliser sur la souffrance des gens, mais qu'en même temps, il fallait bien que quelqu'un le fasse, parce que sans ça, personne ne saurait qu'il souffre. Donc c'était dans la dignité et le talent qui était le seul moyen de le faire. Il m'a dit, tu n'as pas le droit d'être mauvais. Tu leur dois ça. Il faut que ta photo soit belle, même si elle est terrible, mais il faut qu'elle soit belle. Sans ça, ça ne passe pas. Et ces gens-là comptent sur toi et sur ton talent, que ce soit un écrivain ou quelqu'un d'autre. Et quand il a été tué, j'en ai beaucoup voulu, parce que c'est comme s'il me disait, bah, maintenant, moi, je suis fatigué, c'est à toi de relever le flambeau. C'est ça le dilemme, c'est de ne pas se laisser emporter par ce qu'on voit, quoi. C'est compliqué. Oui, c'est compliqué. Oui. C'est terrible parce que quand je parle de la photo, je dis souvent c'est compliqué. Parce qu'on n'a pas de recul, nous. On est souvent, ce que j'explique, c'est je dis, j'ai eu tort de me censurer, très souvent. Je suis très, très souvent censuré sur les terrains, et j'aurais dû les prendre, les images. Et après, me dire, OK, le soir ou 2 jours après, quand je vais les envoyer, ou quand je reviens à l'hôtel, ou je ne sais pas, bref, qu'est-ce que j'en fais, quoi? Est-ce que je l'envoie ou est-ce que je ne l'envoie pas? Mais se censurer à chaud, c'est jamais bon. Couvrir les guerres, ce n'est donc pas anodin. Aujourd'hui comme hier, c'est avoir des cas de conscience, des doutes, des blessures. Il y a toujours la volonté de garder pour soi l'horreur vécue. Tellement elle est insolente, et souvent aussi les survivants de la Shoah, les survivants de la Seconde Guerre mondiale, ils ont eu du mal à dire
parce que les gens ne voulaient pas l'entendre et parce qu'il y avait une espèce de rejet. Je pense que l'image a fini par parler pour ceux, justement, qui voulaient garder silence, quoi. Et devant l'évidence qu'a été l'image, la preuve par A plus B de ce qui a été vécu, cette preuve a fini par libérer la parole qui était nécessaire pour faire dire la vérité de ce qui avait été vécu. Et donc l'image, si elle est instrument, elle est aussi le plus noble qui soit, dans la possibilité pour tous ces soldats, pour tous ces survivants, à un moment donné, et quelle que soit la guerre, d'échapper à la blessure post-traumatique, comme on dit aujourd'hui de manière très vulgarisée, c'est-à-dire de ce qu'a été l'horreur de la guerre. J'allais dire presque, c'est dans tous les sens du terme, comme souvent sont les guerres, pour tester des nouvelles armes, etc. C'est aussi, je veux dire, le laboratoire d'une photographie qui malheureusement va être omniprésente puisque les conflits ne vont pas arrêter. Et c'est ça qui fait la richesse, entre guillemets, c'est-à-dire de ce qu'est l'indispensable nécessité de couvrir les guerres et les violences qui vont avec. La guerre en images, en 1914-18, il faut la considérer comme un grand laboratoire. Un grand laboratoire où, consciemment et inconsciemment, on teste la représentation du champ de bataille, on teste la représentation de la violence, de la mort, des destructions. Et tout ça va avoir un héritage assez important, assez conséquent sur la représentation des conflits ultérieurs, à partir des années 1920 et 1930. Et s'il fallait retenir finalement quelque chose du statut de l'image en 1914-1918, c'est qu'au sortir de la guerre, on sait faire de l'image de guerre. Sous l'œil de tous ces photographes, les conflits sont des condensés d'une histoire commune. Désormais, aucun conflit n'échappe au médium photographique. Il est devenu nécessaire, voire indispensable, pour témoigner des soubresauts qui traversent notre humanité. Ils ont couvert 14-18, la guerre d'Espagne, 39-45, le Vietnam, l'Algérie, l'Afghanistan, le Cachemire, le Liban, la Syrie ou l'Ukraine. Et leurs photos sont restées collées à nos rétines. Tenaces, elles sont autant de traces pour lutter contre l'amnésie ou la tentation de l'oubli. Déjà, elles servent à l'histoire, à la mémoire collective, parce que l'histoire se raconte à travers les guerres, curieusement. Si vous prenez un livre d'histoire, c'est que des conflits qui marquent les dates, en fait. C'est jamais l'invention de l'automobile ou l'invention de l'électricité. Les gens connaissent la bataille d'Azincourt le 6 juin 1944, mais ils ne savent pas la date du type qui a inventé l'électricité, par exemple. C'est bizarre, mais c'est comme ça. Donc c'est les guerres qui marquent le siècle et qui font avancer les choses. Donc s'il y a des images qui évoluent au fur et à mesure en passant de la peinture... et là, on est entre la peinture et la photo, et on devient de plus en plus réaliste avec le digital, les photos qui vont très vite, des couleurs fortes, etc. Donc ça sert déjà à ça, à raconter notre histoire, l'histoire de l'humanité. Et après, ça peut aussi servir au TPI, c'est-à-dire dénoncer des crimes de guerre, parce que s'il n'y a pas de témoins, il n'y a pas de crime. C'est sous le tapis, hop, et on n'en parle plus. Et je pense que ça, c'est important aussi. Et donc ça, c'est les photos qu'on ne montre pas forcément dans la presse tout de suite, mais qui sont dans une enveloppe à Sigma ou ailleurs, et que le TPI peut réclamer. Et au TPI, il y a beaucoup de photos, de dossiers avec des photos. Tout le monde a bien compris ce qui se passait, que tout ça, c'était des documents essentiels pour la suite, pour les réparations de guerre, pour prouver les exactions, pour condamner de grands criminels de guerre. Donc ça complique encore plus le travail des journalistes. Puisqu'on sait maintenant à quoi peuvent servir ces documents. C'est plus seulement paraître dans la presse, c'est une mémoire collective avec tout ce que ça implique. Le souci qui est aujourd'hui celui de la modernité prétendue, c'est de garantir vraiment la caution déontologique de l'information que tu donnes par l'image. Sinon, ça n'a pas d'intérêt.
Et c'est là où les photos quand je les regarde là, quand je les vois sur écran, et si je les faisais défiler, oui, c'est le livre vivant d'une histoire, quoi, avec tous ces à côté là, qui sont là, qui font la richesse du reportage, quoi. Et de ce point de vue-là, c'est une école de journalisme. Cette première image, ce mythe de la première image, parce que c'est quand même ça hein, qui a guidé nombre de photoreporters, c'est d'être là le premier, de donner au monde la première image d'un événement, ben ça c'est fini. Parce que par définition, enfin pas par définition, mais on peut imaginer que dorénavant, il y aura toujours un premier témoin qui aura réalisé un témoignage visuel. Bon. Voilà. De toute façon, on relate des faits d'histoire, on témoigne, on ramène ce qu'on peut, on le traite de la manière que l'on peut et que l'on veut. Parce que forcément, à partir du moment où vous avez un cadre, vous êtes un auteur, donc qu'est-ce que vous allez montrer ? Ne serait-ce qu'au départ, de choisir est-ce que je prends un grand angle, un tel objectif, un objectif qui correspond à la vue. Donc, qu'est-ce qu'on va montrer ? Eh bien, en fait, on va montrer ce qu'on va bien vouloir. Faire attention aux photographes.